J'ai un sentiment très mitigé quand je repense à cette salle parce que, effectivement, là, il y a quelques mois maintenant, j'étais là aussi sur cette scène, mais il n'y avait pas ce public très averti, très calme de l'Adéus, mais il y avait 900 Strasbourgeois totalement hystériques qui étaient quasiment venus en main entre les pour et les contre. Et oui, donc je vais essayer de faire quelque chose de plus serein aujourd'hui. Que j'ai plusieurs fois j'ai eu l'honneur d'intervenir dans le rassemblement annuel des fédérations, des agences d'urbanisme. Mais en général, quand les agences se saisissent d'un sujet, c'est qu'il y a un sujet, quoi. Alors que c'est quelque chose qui m'a toujours marqué quand on a des mobilités, par exemple, à une époque, comme thématique principale des congrès de la FNO, c'est qu'il y avait quelque chose qui couvait. Donc, je pense qu'il y a quelque chose qui couve en ce moment sur cette question de l'eau. Et je voudrais juste, en tant que grand témoin, un peu témoigner de comment moi, aujourd'hui, je ressens des choses qui sont d'ailleurs très complémentaires de ce que j'ai entendu dans le travail des ateliers, en particulier sur le deuxième point qui avait été mis en exergue sur cette relation difficile entre l'urbanisme et l'hydraulique. Et c'est un peu le thème de mon intervention de grand témoin qui j'essaie de résumer par un mot simple, trop pas assez, c'est-à-dire trop d'eau, pas assez d'eau. Finalement, c'est le sujet principal sur lequel on travaille aujourd'hui, ce qui veut pas dire que si vous en avez trop, vous n'en avez pas assez. C'est-à-dire que vous pouvez avoir de temps en temps trop et souvent pas assez. Donc, les deux peines peuvent se cumuler. Et voilà, donc je voulais vous témoigner de notre travail qu'on fait sur ces deux questions, trop et pas assez, qui est une occupation qui dépasse très largement le cadre français. Je dirais même le cadre européen. On est quand même dans un système qui est maîtrisé. Oui, les crues qu'on a connues à Strasbourg avec le Rhin avant sa canalisation, c'est quand même un souvenir assez ancien, même si aujourd'hui les cours d'eau débordent encore, hein, ça arrive, mais là, on travaille actuellement sur Katmandou, enfin c'était avant la révolution de la Jeune 7, sur cette rivière qui a encore débordé il y a 2 jours, ça fait 50 morts, ça fait juste un petit entrefilet dans la presse, mais la leçon de ce projet, qui pourrait être celui de beaucoup d'autres dans le monde, c'est que lutter contre la nature est une absurdité, quoi. C'est-à-dire que pendant des années, à Katmandou, la Banque asiatique a financé des digues pour essayer de canaliser la traversée de cette rivière dans la ville de Katmandou. Bien entendu, cette espèce d'ambition vaine de l'humanité de toujours vouloir essayer de trouver des solutions techniques à un problème naturel, il est vain, puisque quand les vraies crues sont arrivées, eh bien, évidemment, il y a toujours des trous dans les digues, parce qu'il y a des ponts, on est en ville. Donc l'eau a passé au-delà des digues. Évidemment, une fois qu'elle est passée au-delà des digues, c'est une double peine, parce que vous n'arrivez plus à la remettre dans la rivière. Et donc, aujourd'hui, notre travail sur Katmandou consiste à démonter tout ce qu'a financé la Banque asiatique pour, avec l'argent de la Banque mondiale, faire un travail de libération du lit mineur déjà, puis une partie du lit majeur. C'est un problème, vous savez, très simple, mais qu'on a dans le monde entier, et que le problème de ces fleuves, c'est qu'ils sont habités souvent par des populations très fragiles, les plus défavorisées, et que les déplacer, ça veut dire que il faut leur trouver une façon de se réinstaller quelque part. Ça paraît évident de le dire, mais c'est pas si simple que ça de le faire. Une image qui nous a tous marqués, je crois que c'est le directeur là hier qui a prononcé la question de le drame de Valence l'année dernière. Je pense que cette image-là, vous voyez, parfois maintenant on est blasé par les images d'inondation, parce qu'il y en a
tout le temps, tous les matins quasiment, il y a quelque part au monde où ça déborde, mais celle-là, elle était particulièrement violente d'une part, et elle était violente parce que à nouveau, pour une question de vanité humaine, si vous connaissez un peu le système hydraulique de la ville de Valence, vous avez vu avec quelle légèreté ils ont détourné le fleuve, avec quelle légèreté ils ont travaillé sur cette question hydraulique. Et bon, l'orage vertical, c'est un terme que je ne connaissais pas, mais les météorologues ont toujours des termes assez poétique pour parler des catastrophes. Donc, j'ai appris ce que c'est l'orage vertical et ça donne ça. Alors, finalement, que ça emmène les voitures, ça me dérange moins que les gens. Mais malgré tout, ça a été un moment, je pense, qui a beaucoup marqué les esprits. Ce qui veut dire qu'il faut travailler aujourd'hui sur cette question de comment on arrive à faire de la résilience avec le trop. Et là, je vous donne un exemple sur lequel on travaille dans plusieurs régions du monde. Là, c'est dans l'océan Indien, à la Réunion, où ils ont pris 2 cyclones très violents en l'espace de 2 ans, alors qu'ils se pensaient totalement protégés parce que pendant 50 ans, ils sont passés loin ou à côté de la Réunion. Là, ils en ont pris 2, très, très importants. Et ça a révélé toute une série de fragilités. Ça, c'est la ville de Saint-Denis qui, comme beaucoup de villes, se sont rapprochées très, très proches de l'océan. On est sous les 50e rugissants, mais aussi sur les ravines qui descendent des montagnes et qui viennent se jeter dans l'océan. Et j'ai été plusieurs fois confronté à cette question des cyclones qui sont de plus en plus violents et que cette question de comment on peut, à l'échelle humaine, travailler sur cette résilience, bien sûr, il faut à nouveau se reculer par rapport à... c'est un peu la même chose que sur Katmandou. Se reculer, ça veut dire démonter toutes les routes qui ont été construites au bord de l'océan. C'est de faire en sorte que on crée une sorte d'amortisseur avant qui, certes, ne va pas sauver l'ensemble de la ville, mais qui permet de freiner. Donc, j'ai fait le tour de tous les amortisseurs cycloniques qui ont été testés dans le monde et on essaye donc d'appliquer sur la ville de Saint-Denis cette bande verte qui est un recul stratégique et des infrastructures et du bâti, tout en livrant un parc. Et c'est le volet agréable du travail, c'est que c'est pas simplement une solution qui permette d'être résilient, c'est aussi une solution qui apporte un vrai plus dans la vie quotidienne de cette ville qui a perdu son contact avec l'océan, qui pouvait pas avoir un contact direct parce que c'est des courants, c'est des vagues, c'est des choses qui ne permettent pas de rentrer dans l'eau, mais de retrouver sur 7 kilomètres un parc qui fait entre 200 et 300 mètres de large. C'est un vrai plus pour cette ville qui n'est pas simplement là pour être une solution à la question du cyclone. Et vous voyez, c'est un zoom un peu plus précis sur la question des embouchures des ravines qui viennent se jeter dans l'océan Indien à 9 reprises à travers la ville de Saint-Denis. C'est d'ailleurs dans le dernier cyclone Garance, c'est là où il y a eu le plus de dégâts parce que, à nouveau, les bâtiments étaient beaucoup trop proches de ces cours d'eau qui sont d'ailleurs 3/4 de l'année totalement hors d'eau et que là, ils se sont mis en charge d'une façon très, très violente et ont détruit et emporté pratiquement tout ce qui a été construit le long de ces ravines. Donc, il y a aujourd'hui une vraie prise de conscience sur cette question de comment on se recule, et en se reculant, qu'est-ce que ça permet finalement en termes urbanistiques de créer pour faire un travail qui parle aux gens parce que ça leur améliore leur vie quotidienne. Hier, j'étais à Montpellier, on travaille sur un autre sujet qui est la submersion. On m'avait donné commission d'aller voir le maire et président de l'agglo de Pays de l'Or, le maire de Grande-Motte,
pour que, quand on parle de submersion, qu'il arrête de jouer avec son téléphone. Et cette question de la submersion, qui est un sujet invisible au sens où on parle à 30 ans, on parle à 100 ans, on dit bon, à 100 ans c'est encore 20 mandats, donc ça me concerne pas. À 30 ans c'est encore 3 mandats, ça me concerne un peu, mais pas trop non plus. Mais en fait l'eau commence à monter et qu'elle n'arrive pas forcément par la mer, elle arrive aussi par en dessous. Et j'ai simplement pris la carte du CEREMA qui a été publiée cet été sur le paysage languedocien dans 100 ans. Et on voit que la Grande Motte ressemblera beaucoup au Mont-Saint-Michel. C'est une espèce d'île entourée d'eau. Vous voyez, ce qu'on voit à droite, c'est la Grande Motte. Balladur, à l'époque, quand il avait construit la Grande Motte, il avait inconsciemment anticipé sur cette question de la submersion parce qu'il a remonté la ville de 2 mètres pour des questions qui n'étaient pas du tout liées à la submersion. On n'en parlait pas à l'époque. Moi-même, j'ai travaillé sur ce site il y a maintenant une quinzaine d'années. C'est le prolongement de la Grande Motte, c'est le lido entre la Grande Motte et Carnon. Et vous voyez, un peu à gauche de l'image, vous avez la trace de l'ancienne route qu'on a démontée pour commencer à rentrer dans cette idée qu'il faut reculer les choses, il faut démonter ce qui a été fait par excès de vanité, par excès de sécurité, probablement en se rapprochant trop proche des éléments qui risquent de... Mais c'était il y a 10 ans, 15 ans, et c'est là où on voit aussi à quel point les mentalités et les connaissances ont évolué. À l'époque, on parlait surtout d'érosion du trait de côte, c'était le sujet même principal. Maintenant, quand on arrive sur le Grand Travers, qui est l'autre partie plus proche d'un Grande Motte, la question de l'érosion a été largement supplantée par la question de la remontée des eaux par le niveau des mers qui augmente. On m'a dit aussi dans cette travail que il n'y a qu'à faire une digue entre l'Espagne et le Maroc, là au niveau de Gibraltar. Comme la Méditerranée n'a que 2 points de contact avec les océans, c'est à Gibraltar et à Suez, on n'a qu'à mettre une digue. Comme ça, on est tranquille et on peut continuer à bétonner le long des côtes, comme on le fait dans beaucoup d'endroits dans le monde. La waterfront, qui est un peu un produit de l'urbanisation mondialisée, qui a des côtés fascinants, je dois le dire. Quand on regarde des images de Doha ou des villes comme ça, ou de Singapour, qui ont été construites récemment, on voit ce rapport très fascinant entre l'eau qui sert un peu de paillasson au gratte-ciel. C'est une image qui fait image, c'est le cas de le dire, quoi. Et bon, après, si vous appliquez la question de la remontée des eaux, puisque tout le monde va être touché, et à minima, tout le monde est d'accord aujourd'hui que c'est plus à mettre à 100 ans, mais à minima, je pense que là aussi, on est dans une espèce de folie à court-termiste sur des constructions qui sont complètement folles. Et donc, en dehors de ce travail sur les côtes, les cours d'eau, il y a un autre sujet qui m'intéresse beaucoup, c'est la manière dont on relie ce sujet avec la question que j'appelle le grand climatiseur. C'est la manière dont on pense aujourd'hui la question du réchauffement. C'est un autre sujet, mais c'est le même sujet, parce que l'eau, c'est quand même un des systèmes de rafraîchissement les plus efficaces. Et dans cette problématique de fabriquer, j'ai simplement mis à l'écran ici ce que j'appelle le climatiseur strasbourgeois. C'est une façon de travailler sur un système de rafraîchisseur d'air extérieur qui vient ramener l'air froid pendant les canicules au centre de l'agglomération.
Ça va pas jusqu'à la vallée de la Bruche, rassurez-vous, mais c'est dans un rayon de 20 ou 30 kilomètres. On sait qu'il faut fabriquer un paysage qui fabrique de froid. Quand vous avez le cagnard entre la place Kléber à minuit et la forêt de la Ropertso, il y a entre 7 et 9 degrés de différence. Cette température, il faut l'accentuer pour arriver la nuit à des gradients de différenciation entre la ville qui était bien chauffée pendant la journée et la nature qui se rafraîchit plus vite, de fabriquer de l'air froid. Et là, je reviens à l'eau, parce que l'eau est un facteur essentiel dans ce climatiseur naturel, avec le couvert forestier et l'agriculture diversifiée. Ce sont les trois sujets qu'il faut tricoter en même temps. Et j'ai fait de cette idée un concept qui consiste à repenser aussi la manière de travailler sur la question urbaine en réinversant le regard, en partant de l'idée que puisqu'on doit fabriquer un climatiseur qui ramène de l'air de l'extérieur vers l'intérieur, peut-être qu'on pourrait penser la ville de la même façon, c'est-à-dire qu'on le pense de l'extérieur vers l'intérieur, et non pas de l'intérieur vers l'extérieur comme on le fait depuis un siècle, et qui fait que plus vous sortez et plus l'urbanité s'effiloche et ça finit toujours par les boîtes à chaussures avant le premier champ de maïs, quoi. Donc, c'est un peu une sorte de remise dans la vitrine de Wolfisheim, de Egbolzheim, de tous ces qui sont aujourd'hui un peu le bout de la métropole et qui, d'un seul coup, se retrouvent un peu dans la vitrine. Et c'est reprendre la question urbaine par là où je trouve que l'urbanité la plus faible me paraît une des clés de ce sujet climatique. Et donc, il y a une relation entre climat et eau, entre l'eau et la manière de penser la ville. Et cette idée, on peut la travailler sur 1000 sujets. Ça, c'est un exemple peut-être assez rare. On parle toujours des cours d'eau existants, mais on n'a jamais, enfin moi, dans mon métier, j'ai jamais créé de rivière. Là, on en a créé une à Lille en fait, en départageant, c'est comme si on avait pris la Bruche, on la divise en deux pour fabriquer deux bras qui viennent ensuite irriguer des territoires qui sont, en l'occurrence, des grandes friches urbaines qui sont réirriguées. Bref, il n'y a pas de tabou, il y a beaucoup de possibilités. Je pense que vous avez largement un peu effleuré ces sujets-là dans les ateliers. Et ces casiers à eau qui fabriquent la fraîcheur, je trouve que c'est intéressant. C'est le casier de la Bassée qui est très proche de la ville de Paris. Les grands régulateurs de la Seine sont plutôt dans l'Aube, loin il faut rapprocher ces mondes. Vous disiez, il faut rapprocher la pensée urbaine de la pensée hydraulique. Ça, c'est un exemple à grande échelle. Je trouve très intéressant la manière dont on fabrique des paysages avec des problèmes. Voilà. Là, j'en ai un peu rapidement balayé le trop. Je ne sais pas si j'ai encore le temps de parler du pas assez, mais c'est l'autre volet de la même question, parce que je sais pas qui avait évoqué le fait que le paradoxe des fontaines qu'on crée pour rafraîchir quand il fait très chaud, on est obligé de les arrêter parce que voilà, on est en période de sécheresse, on est en période d'arrêté. Donc, cette question de restriction d'eau est un sujet qu'on peut aborder de façon un petit peu légère en disant on aura du mal à remplir les piscines, mais vous le voyez d'une façon extrêmement tangible, surtout quand vous vous promenez en ce moment ou à la fin du mois d'août sur le couvert végétal, la canopée, qui par ailleurs est un sujet extrêmement choyé. En ce moment, tout le monde parle de la canopée, mais quand je vois l'état des arbres, l'avenue de la Forêt-Noire, les marronniers ont plus de feuilles quasiment depuis le mois d'août pour d'autres raisons. Mais l'autre raison, même si c'est un parasite qui en est la cause première, le parasite s'est installé parce que l'arbre est affaibli. L'arbre est affaibli, pourquoi? Parce qu'il n'a plus le milieu, il fait trop chaud, il est trop sec. Et donc, on se retrouve dans un
un monde dans lequel le monde végétal qu'on met un peu comme un monde sain, en fait, il souffre autant de la sécheresse que les maisons qui se déchirent par le gonflement, la rétractation des argiles. Vous le sentez, vous tous, quand vous recevez votre relevé annuel pour la prime d'assurance. À chaque fois, il est mentionné maintenant, il y a un petit courrier d'accompagnement, c'est jamais bon signe. Et dans ce courrier d'accompagnement, il écrit que ça a encore augmenté, ça on le savait, mais parce que les catastrophes climatiques ont fait que on a beaucoup plus de sinistres d'année en année. Et ce coût-là, pour l'instant, on arrive un peu à l'absorber par l'augmentation des primes d'assurance, mais ça ne va pas durer éternellement parce que cette question, elle est... Et là, comme à Valence, je trouve que cette image, elle a beaucoup marqué. C'est le pouvoir traverser la Loire à pied en plein mois d'août est quand même quelque chose d'absolument unique qui n'est jamais arrivé depuis un siècle et que ça montre que les choses sont en train de changer. Et ces changements, à nouveau, ça incite à fabriquer des stratégies de rétention de cette eau, les villes éponges dont on a des exemples absolument démonstratifs dans certaines villes nouvelles chinoises. On parle toujours très mal de la Chine parce que c'est vrai qu'il y a des côtés très agaçants de leur politique d'intrusion comme ça, mais en même temps, ils font des choses absolument intéressantes dans leur propre pays. Et donc, cette idée de retenir l'eau dans la ville, on peut la faire à très grande échelle, comme ces deux exemples le montrent. On peut aussi le faire de façon beaucoup moins spectaculaire, parce que nous, en Europe, on a des villes qui sont constituées, on n'est pas en train de les créer. Et je trouve qu'une des choses les plus fortes et les plus symboliques dans ce domaine-là, c'est dans la manière de penser, de dessiner les rues. Pour l'instant, on a toujours appris qu'il fallait bomber les rues et rejeter l'eau sur les côtés. On a la bordure de trottoir qui récupère l'eau et ensuite elle part dans des tuyaux, dans une station d'épuration qui ne sait plus les traiter quand il y a trop d'eau. La rue du 21e siècle, c'est exactement l'inverse. Pour moi, elle n'est plus bombée, mais elle est pliée. C'est-à-dire qu'en fait, le point bas, il n'est plus sur les bords, mais il est au milieu. C'est-à-dire qu'on ramène l'eau au centre de la rue et ensuite on la traite et ensuite on l'infiltre. Voilà, c'est la rue du Molinel à Lille, qui est une rue assez emblématique qu'on vient de livrer cette année, qui va de la gare Lille-Flandre au Palais des Beaux-Arts. C'est une rue qui a été traitée sur ce principe-là, en même temps que ce qu'on a déjà appris dans d'autres thématiques sur les mobilités, du partage de l'espace. Les choses vont un peu ensemble. D'ailleurs, ces questions de renaturation, les questions de développement des mobilités, tous, pour moi, c'est un peu deux choses qui sont la même histoire. Et même dans le quotidien, vous voyez, les rues sont en train de changer. Là, c'est des exemples dans la Croix-Rousse à Lyon. Vous voyez que cette question du végétal dans des rues très étroites devient un sujet et qui fait que on ne les dessine plus de la même façon qu'il y a quelques années. Et dans ce système d'essayer de garder l'eau, de l'infiltrer pour réalimenter les nappes, la noue est devenue un peu le superstar de l'urbanisme. Comme la toiture verte d'ailleurs, ce sont un peu les deux marqueurs. Donc, on noue beaucoup. Je vais voir comment on va les entretenir parce que c'est quand même pas totalement neutre en termes de gestion, mais c'est vrai que ça donne des occasions de travailler sur l'espace vide. Je parlais des toitures vertes, c'est un peu le corollaire. Ça, c'est ma maison qui est juste à 2 pâtés de maison d'ici. Donc, vous voyez, on peut aussi le faire, on n'est pas obligé de le faire à grande échelle, on peut le faire chez soi. J'ai juste enlevé la partie minérale du toit, j'ai mis un toit vert et un arbre, ça change quand même beaucoup la vie et on pourrait le faire sur beaucoup d'îlots. Ça a donné aussi une forme de style, de végétalisation que mon ami Yves Lion appelait le style mou et poilu. C'est une forme d'architecture dans laquelle ça pousse, ça sort un peu par les bras, par les jambes,
et que cette idée qu'on le bâtiment lui-même peut être support de cette question du rafraîchissement, je la trouve très intéressante et très originale dans sa manière ensuite de se traduire dans des expressions. Alors, Stefano Burri, il a poussé cette idée toujours évidemment en Chine, parce que c'est là-bas on a des projets de cette échelle-là, où c'est plus un bâtiment, c'est carrément des quartiers entiers de villes qui se fondent dans un territoire pour faire un effet de mimétisme de se mettre dans cette idée que la ville, la nature, c'est la même histoire. Et très pragmatiquement, ça c'est aussi dans la manière de fabriquer les choses. Il y a toute une génération de nouveaux matériaux qu'on a développés pour... ça, c'est cet exemple qui est le revêtement béton qu'on utilise beaucoup dans l'Est de la France. On a voilà, une gamme de matériaux qui part du plus poreux vers le moins poreux, qui change aussi la peau, la manière de traiter les surfaces avec une nouvelle génération de matériaux. Très intéressant. Même les parkings, vous voyez, qui est un peu l'élément le plus maudit de l'urbanisme, on arrive presque à en faire quelque chose de sympathique. Presque, hein, parce qu'on pourrait vivre sans, ce serait quand même mieux. Et puis, je terminerai cette intervention pour dire qu'aujourd'hui, peut-être ce qui est vraiment nouveau par rapport à il y a une dizaine d'années, c'est qu'on arrive à avoir des outils en matière de simulation climatique des températures qui sont presque aussi fiables que celles sur l'eau ou celles des prévisions de trafic. Et ça, c'est l'exemple de la ville de Bâle le matin. Vous voyez, plus c'est clair et plus c'est chaud à 4 heures du matin. Donc, c'est là où normalement le climatiseur a fonctionné à plein. Et vous voyez toute l'importance que ont les systèmes périphériques, les collines Sungoviennes au nord en particulier. On a vu aussi à quel point, par exemple, la piste de décollage et d'atterrissage de Bâle-Mulhouse joue un rôle absolument clé dans cette transition de l'air frais de l'extérieur vers l'intérieur. C'est assez comique de penser qu'un aéroport peut sauver une ville, pas du tout par la manière dont ils ont communiqué jusqu'en présent, en disant de l'avion propre. Non, ils ont vite compris qu'on pouvait utiliser ces thématiques ces couloirs d'aération qu'on est obligé de mettre en place pour que cet air froid qui circule préférentiellement le long des cours d'eau, on voit bien le rôle éminemment important du Rhin, sauf que les cours d'eau ne sont pas toujours dans la bonne orientation. C'est tout la question de la simulation des vents dominants qui prend une importance extrême. Voilà un peu ce que je voulais vous témoigner sur ce sujet eau qui, vous voyez, est un sujet qu'il ne faut pas prendre comme une punition. C'est vraiment quelque chose, qu'on le fasse un peu à l'échelle d'un parc naturel ou qu'on le fasse dans des gros macros aménagements sur des questions liées à des phénomènes climatiques de plus en plus violents. Ce sont pour moi des moteurs extraordinaires pour changer la manière de penser la ville. Il y a 10 ans, si on avait été là, on n'aurait pas parlé de ça, c'est évident. Que la manière même de penser aujourd'hui, la manière de fabriquer la ville, elle est en train par ces phénomènes dont l'eau joue une importance, elle est en train de changer radicalement. Et on a l'habitude de dire que la ville ne se pense plus par la forme urbaine, mais par le sol. Ça me paraît une évidence. Et dans le sol, l'eau joue un rôle primordial. Merci de m'avoir écouté. Je vous souhaite une bonne fin de congrès. Vive les agences d'urbanisme. Merci beaucoup. Je dis souvent, sans les agences d'urbanisme, j'aurais jamais pu faire ce qu'on a fait. Maintenant, j'ai près 40 ans de métier parce que vous êtes un acteur clé en amont des projets. Donc, je dis, quand ils prennent un thème, c'est qu'il y a un truc. Pendant les projets et après les projets. C'est important aussi d'avoir ce recul sur les choses qu'on fait. Et ça, à part les agences d'urbanisme, personne ne le fait en France. Et je pense que c'est absolument
la clé de la manière de travailler sur l'urbanisme en s'appuyant sur des choses qui sont de long terme et pas des coûts comme on fait très souvent. Voilà. Merci. Vive les agences d'urbanisme.